La poussière flottait dans l'air, lourde et fine comme une brume de farine suspendue au-dessus des plaques brûlantes. L'odeur du café rance, de la graisse de moteur et du sable chaud s'accrochait au mur de la cantine. Ah, Fulton Air Base. Le matin commençait toujours avant le lever du soleil, dans le fracas des poêles et le vrombissement des ventilateurs. Harper Lane noua ses cheveux sous sa casquette, roula ses manches et plongea les mains dans l'eau tiède. La mousse lui brûlait la peau, mais elle ne broncha pas. Dans le reflet du métal, son visage semblait dissous, flou, avalé par la lumière artificielle. Juste une cuisinière, disait Intil. C'était devenu son surnom, son étiquette, son uniforme invisible. Hé, Cookie, t'as oublié le café ? Lança une voix derrière elle. Elle ne répondit pas. Tu sais, sans toi, personne va mourir ici. Seulement de faim, sergent, dit-elle calmement, sans lever les yeux. Les rires fusèrent, courts, puis s'éteignirent. Harper continua. Droite, précise, silencieuse. Chaque matin, c'était la même comédie. Les blagues, les ordres, les regards qui glissaient sur elle comme sur un meuble. On ne la détestait pas. On ne la respectait pas non plus. Elle était là, c'est tout, comme le café du matin. Nécessaire, mais jamais remarqué. Les casseroles s'entrechoquaient, le beurre crépitait. Harper maniait la poêle comme un soldat son fusil. Geste net, sans hésitation. La cuisine était son poste de combat, un territoire minuscule mais sous contrôle total. Quand la porte s'ouvrit, l'air chaud du désert entra en vagues sèches. Des silhouettes en uniforme traversèrent la pièce, laissant derrière elles des traînées de poussière. « Debout, les gars !» cria un caporal. « Le colonel passe dans 30 minutes. » Harper attrapa un torchon, essuya la table inox, puis remplit les thermos de café. Elle connaissait les goûts de chacun. Noir pour les pilotes, sucré pour les techniciens, tiède pour le médecin de la base. Personne ne lui avait jamais demandé comment elle le savait. Le colonel Madsen entra le premier. Grand, sec, la mâchoire verrouillée comme une porte blindée. « Toujours là, Lane ?»« Oui, colonel. Essayez de ne pas brûler le bacon aujourd'hui. »« Je ferai de mon mieux, monsieur. » Il hocha la tête et s'éloigna. Harper sentit le regard des autres se poser sur elle, moitié moqueur, moitié curieux. « Elle parle » murmura quelqu'un. Les conversations reprirent. Entre deux ordres, un jeune soldat, tout juste arrivé de l'Ohio, chuchota à son voisin. « C'est vrai qu'ils l'ont mise ici parce qu'ils avaient besoin d'un quota féminin ? » ?»« Ouais, elle sert le café et calme les journalistes, » répondit l'autre. Harper entendit chaque mot. Elle n'avait pas besoin de tendre l'oreille, les mots des hommes coulaient toujours vers elle, comme la graisse le long du métal chaud. Elle les laissait glisser. Elle avait grandi avec un père mécanicien d'aviation, un homme silencieux qui lui avait appris à écouter les sons des moteurs comme d'autres écoutent la pluie. « Un bruit trop aigu, » disait-il, « c'est une pièce qui souffre. » Ici, personne n'écoutait. Dehors, la lumière montait. Le désert vibrait déjà sous la chaleur. Par la petite fenêtre de la cuisine, Harper aperçut la piste. 2 C-130 alignés, les ailes tremblantes dans l'air. Elle plissa les yeux. Le grondement du moteur de droite sonnait étrange. Pas faux, mais désaccordé, comme un souffle enroué. « Lane, t'attends quoi ?» cria son superviseur. « On a 70 bouches à nourrir. »« J'arrive, » répondit-elle. Elle referma la fenêtre, mais le son resta dans sa tête, persistant, irritant. Elle tenta de l'oublier, reprenant son balai de gestes. Casser, battre, verser, servir. Les plateaux défilaient, les hommes plaisantaient, les rires couvraient tout. Pourtant, derrière ce bruit, quelque chose battait un autre rythme, plus lourd, plus bas, presque imperceptible. Vers 9 heures, la chaleur devint écrasante. Harper ouvrit la porte arrière pour laisser entrer un peu d'air. Le vent souleva des tourbillons de poussière, apportant avec lui une odeur métallique, comme celle de la pluie avant l'orage. Elle leva la tête. Au loin, une ligne sombre fendait le ciel, fine mais rapide, trop rapide pour être une formation d'entraînement. Elle fronça les sourcils. Sur le tableau des horaires, aucun vol n'était prévu avant midi. Elle hésita. Prévenir le poste de surveillance ? Non. Qui écouterait une cuisinière ? Elle resta un instant immobile, la main posée sur le chambranle. Les moteurs rugissèrent de nouveau, plus proches cette fois. Les oiseaux, d'ordinaire bruyants autour des hangars, s'étaient tus. « Harper !» cria quelqu'un depuis la salle. « Le café des officiers !» Elle sursauta, se détourna, reprit le plateau et repartit.
Son cœur battait trop vite, sans raison claire. Elle déposa les tasses, sourit mécaniquement, salua les hommes. « Merci, Cookie », dit l'un d'eux sans la regarder. Elle hocha la tête et retourna à la cuisine. Quand elle rouvrit la porte pour refermer les bacs à provisions, un grondement secoua le sol. Pas un bruit de moteur cette fois. Plus grave, plus profond. Elle leva les yeux, le ciel vibrait. Personne, dans la base, ne leva la tête à cet instant. Personne, sauf elle. Et tandis que la vaisselle tintait encore derrière elle, Harper Lane sentit, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose venait de changer. Quelque chose qu'elle seule avait entendu. Le désert du Nevada brillait sous une lumière trop blanche, celle qui écrase tout relief, tout mouvement. À midi, la chaleur rendait l'air liquide, les hangars vibraient, comme des mirages. Sur la base, tout semblait tourner au ralenti. Les voix, les pas, même le vent. Harper Lane marchait le long du couloir de service, les bras chargés de plateaux. La sueur lui collait la nuque, mais elle avançait sans ralentir. Son tablier était taché de sauce, ses doigts coupés à cause des boîtes de conserve, et pourtant, elle gardait cette expression neutre, presque paisible. La discipline tranquille de ceux qu'on ne regarde pas. Depuis ce matin, un détail la rongeait. Ce son, cette note fausse dans le grondement des moteurs. Elle l'avait encore entendue au moment où les avions avaient décollé. Pas fort, juste assez pour qu'elle en soit sûre. Un souffle irrégulier, une vibration étrangère. Mais qui irait croire une cuisinière ? Elle déposa les plateaux sur la table froide de l'intendance, puis jeta un œil à travers la fenêtre ouverte. Dehors, le soleil découpait les silhouettes des pilotes, les casques sous le bras, leur rire couvrant le bruit du tarmac. L'un d'eux, le lieutenant Harris, la salua d'un signe distrait. Toujours debout. Lane ? Oui, monsieur. T'as manqué ta vocation. T'aurais dû ouvrir un café à Vegas. Il sourit, persuadé d'avoir fait une blague charmante, et partit sans attendre la réponse. Harper inspira lentement, essuya ses mains sur le torchon et retourna dans la cuisine. Le chef de service et Barnes Cooker l'attendaient déjà. « On t'a vu traîner près des hangars ce matin, » dit-il en mâchant un chewing-gum. « Tu cherches à te faire remarquer ? » ?»« Non, monsieur. »« Alors reste dans ton secteur. Les cuisines, pas la piste. Compris ? » ?»« Compris. » Il s'éloigna en secouant la tête, son badge brillant à la lumière des néons. Harper resta seule. Elle alluma la radio murale pour briser le silence. Une voix masculine récitait les bulletins météo. Température de surface 39 degrés. Visibilité réduite sur le nord du périmètre. Puis la fréquence grésilla. Un bruit sec, comme une respiration coupée. Harper fronça les sourcils et s'approcha du poste. La voix se déforma, puis revint nette, comme si rien ne s'était passé. Elle resta figée, ce même bourdonnement, le même ton métallique qu'elle avait entendu sur le moteur. Elle monta le volume. Rien. Juste le souffle du vent à travers le micro. Quelqu'un entra brusquement. « Tu fais quoi, Lane ?» C'était Carter, un technicien radar, la quarantaine, la chemise tachée d'huile. La radio grésillait. « Ouais, les lignes chauffent, l'air est sec, ça arrive, oublie ça. »« Vous êtes sûr ?» Il haussa les épaules. « T'inquiète, si un missile devait nous tomber dessus, tu l'entendrais avant moi. » Elle sourit, mais pas vraiment. Quand Carter sortit, elle resta quelques secondes immobile, écoutant le silence revenu. Puis, elle reprit son poste. Les poêles sifflaient, l'huile chantait, les voix des soldats montaient et retombaient au rythme des portes battantes. Vers 14 heures, un grondement plus lourd que les autres traversa la salle. Pas celui d'un avion, celui d'un moteur terrestre. Un convoi de véhicules approchait. Par la fenêtre, Harper vit passer une rangée de camions kaki couverts de poussière. Un convoi non prévu, escorté par 2 jeeps armés. Elle s'essuya les mains, s'avança jusqu'à la porte et resta là, observant. Les hommes descendaient, silencieux, raides. L'un d'eux portait un insigne noir sur la manche, pas celui de leur unité habituelle. « Nouveaux arrivants ?» demanda une serveuse derrière elle. « Peut-être, » murmura Harper. Mais dans sa tête, l'alerte clignotait déjà. Les nouveaux venus se dirigèrent donc vers les bâtiments techniques, sans un mot pour personne, pas d'échange, pas de rire. Juste le bruit sec de leurs bottes. Le soir tomba plus vite qu'à l'accoutumée. Le désert avalait la lumière. Harper nettoyait les plans de travail, seul dans le reflet des néons. Par la fenêtre, la piste n'était plus qu'une bande d'ombre. Les avions stationnés semblaient se dormir. Pourtant, au loin, quelque chose clignotait.
une lumière rouge, régulière, à la mauvaise place. Elle s'approcha du carreau, le signal venait du hangar 6. Elle le connaissait bien, c'était là qu'on stockait le carburant et les pièces de rechange. Personne n'y entrait sans autorisation. Elle hésita, puis attrapa sa veste. « Lane, tu rentres ?» lança une voix dans le couloir. « Dans 1 minute. » Dehors, l'air du soir était chaud, presque immobile. Le silence du désert avait remplacé les moteurs. Elle traversa la cour, ses pas résonnant sur le béton. Devant le hangar 6, la lumière clignotait toujours. Elle tendit la main vers l'interrupteur d'alarme, mais s'arrêta. Ce n'était pas une lumière d'avertissement. C'était un projecteur interne, allumé de l'intérieur. Quelqu'un était là. Harper recula d'un pas. Le cœur serré, elle distingua 2 silhouettes à travers la fente de la porte, des ombres qui bougeaient lentement, vérifiant des caisses. L'une d'elles leva la tête, puis s'éteignit brusquement. Noir complet. Elle fit demi-tour, sans courir, mais vite. Ses mains tremblaient. Lorsqu'elle atteignit la cuisine, son souffle battait trop fort pour parler. Elle resta là, debout, les doigts serrés sur le bord de la table, essayant de comprendre. Et puis, soudain, la radio se ralluma toute seule, un son bref, aigu, suivi d'un message haché, à peine audible. Code Delta. Maintenez le silence radio. Répétons, silence radio sur toutes les fréquences. Puis plus rien. Harper fixa l'appareil. La voix avait disparu, remplacée par un bourdonnement bas, irrégulier. Quelque chose se préparait, et pour la première fois, elle sut que ce n'était pas son imagination. Dehors, dans la nuit du désert, la lumière rouge du hangar 6 s'éteignit pour de bon. Le vent du désert hurlait contre les vitres, faisant vibrer les plaques de métal du toit. Dans la cuisine, Harper Lane rangeait les casseroles mécaniquement, incapable de se concentrer. Chaque bruit autour d'elle, un couvercle qui tombe, le tic-tac de l'horloge murale, semblait amplifier le tumulte qui lui tournait dans la tête depuis la veille. Elle n'arrêtait pas d'y repenser. La lumière rouge dans le hangar 6, les voix chuchotées, la radio qui s'était rallumée toute seule. Ce n'était pas des hallucinations. Elle en était sûre. Mais personne ne la croirait. Pas ici. Pas une femme. Pas une cuisinière. Elle inspira profondément, posa les mains à plat sur le plan de travail. Pense. Un claquement sec coupa le silence. Elle sursauta. Dehors, dans le couloir, quelqu'un venait de fermer une porte. Elle éteignit la lumière et se glissa jusqu'à la petite fenêtre donnant sur la cour arrière. Le vent soulevait des tourbillons de sable, mais entre les ombres des véhicules, elle distingua des silhouettes. 3 hommes, lampes éteintes, se dirigeant vers le hangar 6. Son cœur accéléra. Elle resta figée, retenant son souffle. Ils portaient des combinaisons sombres, sans un signe visible. Pas des soldats de la base. Leurs gestes étaient trop précis, trop coordonnés. Le souvenir de son père traversa son esprit. Robert Lane, mécanicien d'aviation, répétant toujours « Les machines parlent, Harper. Si tu écoutes bien, elles te préviennent avant qu'elles ne meurent. » Cette nuit-là, elle comprit enfin ce qu'il voulait dire. Ce bourdonnement qu'elle avait entendu la veille, c'était une alerte, un avertissement mécanique que personne d'autre n'avait perçu. Elle enfila sa veste, prit la lampe de poche d'urgence et sortit discrètement. L'air dehors était lourd, saturé de poussière, le sable crissait sous ses bottes. Chaque pas semblait résonner dans l'obscurité. Elle longea le mur des réservoirs d'eau, puis s'arrêta derrière un véhicule de maintenance. Les 3 silhouettes étaient là, à 20 mètres, devant la porte du hangar. L'une d'elles fit sauter la serrure. Un cliquetis métallique retentit, puis la porte s'ouvrit dans un gémissement étouffé. Harper se pencha légèrement. À travers l'ouverture, une lumière pâle vacillait. « Dépêche-toi » dit une voix grave. « On a jusqu'à 4 heures. Après, tout s'éteint. »« Et la radio ?»« Déconnectée depuis ce matin. Personne n'entendra rien. » Ses mains se crispèrent sur la lampe. 4 heures, elle comprit qu'il préparait même quelque chose. Un sabotage ? Une explosion ? Un grondement léger monta du fond du hangar. Un moteur, mais pas celui d'un avion. Un générateur, puis un claquement sourd comme une caisse qu'on referme. Harper recula d'un pas, le cœur battant dans la gorge. Elle n'était pas une espionne, mais elle savait reconnaître le son du métal fixé contre du béton. Ils installaient quelque chose. Elle retourna à la cuisine presque en courant, claquant la porte derrière elle. Son souffle faisait trembler ses lèvres. Sur le mur, la radio de service était encore branchée. Elle hésita, jeta un coup d'œil à la porte, puis prit le combiné. « Ici Harper Lane. »
Activité suspecte près du hangar 6. 3 hommes d'IE sans un signe. Un long grésillement lui répondit, puis une voix froide. Identifiez-vous. Harper Lane, cantine principale. Pas de patrouille signalée. Rentrez dans vos quartiers. Terminé. La ligne se coupa net. Elle resta là, figée, le combiné collé contre l'oreille. Puis, au loin, elle entendit un son qu'elle reconnut aussitôt, le même grondement désaccordé qu'elle avait remarqué le matin. Un moteur qui démarrait, elle courut à la fenêtre. Sur la piste, une lumière bleue s'allumait faiblement. Une ombre d'avion bougeait, sans feu de navigation, sans autorisation. « Non !» murmura-t-elle. L'appareil roula lentement vers la sortie est, là où la surveillance était réduite la nuit. Harper sentit ses jambes trembler. Elle aurait voulu crier, prévenir quelqu'un, mais sa gorge s'était nouée. Elle chercha des yeux un téléphone, une ligne interne, n'importe quoi, rien ne fonctionnait. Toutes les communications étaient coupées. Elle retourna à la table, attrapa un carnet et écrivit, d'une main tremblante, « Hangar 6, activité 014, avion non identifié ». Elle plia le papier, le glissa dans sa poche. Si elle ne survivait pas, quelqu'un le lirait. Dehors, le vent se leva à nouveau, secouant les tôles comme un tambour. Harper éteignit la lumière, s'assit sur le banc, les mains crispées sur ses genoux. Le grondement du moteur s'éloignait peu à peu, avalé par la nuit. Elle ferma les yeux, le cœur battant, consciente que quelque chose venait de se mettre en marche, quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être pas arrêter seule. Mais elle savait une chose, à 4 heures, tout allait basculer. Le matin se leva sans couleur. Le ciel du Nevada était d'un gris sale, traversé par un vent brûlant qui charriait la poussière du désert. La base semblait figée, trop calme, trop nette, comme si la nuit n'avait jamais existé. Harper Lane ouvrit les yeux sur la lumière pâle filtrant par la petite fenêtre de la cuisine. Elle n'avait pas dormi. Sur la table, son carnet était resté ouvert, les mots griffonnés en pleine nuit visibles sous la lampe. Hangar 6, 040, avion non identifié. Elle relut ces mots plusieurs fois avant de les déchirer. Si quelqu'un tombait dessus, elle serait accusée de paranoïa, ou pire, d'espionnage. Pourtant, le souvenir restait net, le moteur, les silhouettes, la radio coupée. Elle savait ce qu'elle avait vu. Elle alluma le four, comme chaque matin. La routine, c'était sa couverture. Mais aujourd'hui, le silence de la base pesait différemment. Pas de rire dans les couloirs, pas de musique à la radio. Juste le bruit sec des bottes et, au loin, la voix monotone d'un officier donnant des ordres qu'elle ne comprenait pas. Tous les vols sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Inspection complète du hangar 3 à 6. Aucun civil sur la piste. Le mot « inspection » lui serra la gorge. Vers 8 heures, le colonel Madsen entra dans la cantine, entouré de 2 hommes en uniforme noir, visiblement extérieurs à la base. Leur badge portait un logo inconnu, une sorte de flèche argentée. « Madame Lane », dit Madsen, « votre présence est requise pour un court entretien. » « Un entretien ? Rien d'alarmant. Suivez-nous. » Elle essuya ses mains et les suivit. Ses pas résonnèrent sur le sol nu du couloir. Dans la salle de réunion, les stores étaient au besoin à les jetigeants et baissés. Les 2 hommes s'assirent, le colonel resta debout. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?» demanda le plus âgé, voix froide. « 3 ans. Vous avez accès à quelle zone de la base ? La cantine, l'entrepôt alimentaire, le couloir principal. Rien d'autre ? Elle sentit une goutte de sueur descendre le long de sa nuque. « Non, monsieur. » L'homme la fixa longuement, puis posa un dossier sur la table. Une photo glissa hors de la chemise. Une image floue de la caméra de sécurité du hangar 6. 3 silhouettes. Et, en arrière-plan, elle. « Vous pouvez expliquer ce que vous faisiez ici à 22h17 ?» Harper sentit son cœur s'arrêter. « J'ai entendu un bruit. Je suis sorti voir. » « Un bruit ? » ?»« Oui, un moteur. »« Vous êtes cuisinière, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Et vous reconnaissez un moteur anormal, la nuit, à distance ?» Le ton était sarcastique. Le colonel ne disait rien. « Mon père était mécanicien. Je sais reconnaître certains sons. »« Fascinant, » répondit l'homme en refermant le dossier. Il se leva, ajusta sa cravate, puis ajouta. « Si vous entendez encore quelque chose d'étrange, Madame Lane, ne sortez pas. Vous prévenez votre supérieur, rien de plus, compris ? » Compris. Ils sortirent sans un mot de plus.
Le colonel resta quelques secondes, la main sur la poignée. « Lane, dit-il plus bas, je ne veux pas que vous remettiez les pieds près du hangar. Restez en cuisine, c'est un ordre. » Elle hocha la tête. Dans l'après-midi, la base retrouva un semblant d'activité. Mais tout sonnait faux. Les soldats chuchotaient, les techniciens évitaient le regard des officiers. Quelque chose couvait, comme une tension électrique avant l'orage. Harper servait le déjeuner sans un mot. Pourtant, chaque fois que la porte du mess s'ouvrait, elle tressaillait. Elle entendait au loin des moteurs tourner, pas les gros cargos, mais des véhicules légers, probablement militaires. « Hé, Cookie !» lança un pilote en riant. « Ils disent Nick de t'a espionné le hangar hier soir. C'est vrai, t'as trouvé des extraterrestres ?» Les autres éclatèrent de rire. Harper força un sourire. « Non, juste 3 idiots qui ne savent pas réparer une fuite d'essence. » La table explosa de rire plus fort encore. Le bruit couvrit tout, le cliquetis des fourchettes, les ordres, la peur. Mais Harper, elle, ne riait pas. Sous le vacarme, elle perçut encore ce grondement lointain, irrégulier, celui du moteur défectueux. Elle posa son plateau et quitta la salle sans un mot. La chaleur était écrasante dehors. Elle traversa la cour, le soleil lui brûlant les paupières. En longeant le mur du hangar 105, elle entendit des voix. 2 techniciens discutaient, visiblement nerveux. Tss, ils ont trouvé un câble sectionné. Sectionné, pas arraché ? Coupé net, et la moitié du système d'alerte désactivé. Merde, tu crois que c'était volontaire ? J'en sais rien. Le colonel a dit de se taire. Harper s'éloigna avant qu'il ne la remarque. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il l'entendrait. Elle retourna à la cuisine, referma la porte, s'appuya contre le mur. Quelqu'un sabotait la base. Et ceux qu'elle avait vus hier y participaient. Mais qui ? Des infiltrés ? Une autre unité ? Elle n'en savait rien. Ce qu'elle savait, en revanche, c'est que le temps s'écoulait vite. Si les systèmes d'alerte étaient neutralisés, personne ne verrait l'attaque venir. Elle leva les yeux vers l'horloge. 17h42. La nuit tomberait dans moins de 2 heures. Harper passa sa main sur son visage et souffla. « Très bien. Si personne n'écoute, je trouverai un moyen de le faire moi-même. » Elle sortit un plan de la base qu'elle avait épinglé au mur pour les livraisons. Sur le bord, elle traça une ligne reliant la cuisine au hangar 6. Puis elle nota 3 mots au crayon. Alarme, électricité, radio. C'était un plan. Pas encore une solution, mais un début. Le soir tombait lentement, teintant la base d'un orange malade. Dans le ciel, quelque part, au-dessus du désert, un grondement lointain monta, étouffé par la chaleur. Harper se figea. Ce son, encore, le même moteur, le même rythme. Et, au fond d'elle, la certitude glaciale que la fausse alarme, dont tout le monde parlait, n'était pas finie. Elle venait seulement de commencer. Le crépuscule étouffait la base dans une lueur rouge et sale. L'air sentait la poussière, le carburant et le métal chaud. La journée n'avait pas vraiment pris fin. Elle s'était simplement figée, suspendue dans un silence trop tendu. Sur la piste, les projecteurs projetaient des halos blanchâtres et les ombres s'étiraient comme des cicatrices. Harper Lane observait tout cela depuis la porte de la cuisine. Elle n'avait pas quitté le bâtiment depuis des heures, mais la sensation d'urgence ne la lâchait pas. Quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas quoi, ni quand, mais elle le sentait jusque dans sa poitrine. Les vibrations du sol, les bruits étouffés au loin, tout sonnait faux. La radio interne grésillait dans le vide. Elle l'avait rallumée plusieurs fois. Rien. Pas de message, pas d'ordre. La base semblait coupée du monde. Harper regarda l'horloge. Forestier. La nuit s'installait, et avec elle, un silence de plomb. Elle prit sa décision. Rester là, c'était attendre de mourir sans comprendre pourquoi. Elle sortit dans le couloir, monta jusqu'au poste de maintenance où elle avait déjà tenté de rallumer le système d'alarme. Peut-être qu'elle pouvait le faire fonctionner manuellement. La salle était plongée dans l'obscurité. Elle trouva un fusible de secours et le connecta au tableau. Les ampoules clignotèrent 1 seconde, puis un voyant rouge s'alluma. Système instable. Au moins, elle avait réussi à relancer quelque chose. Puis, derrière elle, un bruit, une porte qu'on referme doucement. « Vous êtes tenace », dit une voix. Elle se retourna. C'était Carter. Il tenait un talkie-walkie à la main, mais aucun son n'en sortait. Son expression était différente cette fois, ni fatiguée, ni amicale. Vide. « Vous saviez ?» murmura Harper. « Je vous ai dit de rester dans votre cuisine. C'est vous qui avez coupé les alarmes.
Ce n'est pas aussi simple. Il avança d'un pas. Harper recula, le cœur battant. Qui sont-ils, Carter? Ceux que vous aidez? Des gens plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Ils veulent effacer cette base, pas la bombarder, non. La faire disparaître. Harper sentit le froid lui remonter le long du dos. Et vous les laissez faire? Ce n'est plus mon choix. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement secoua le sol. Une vibration longue, puis un souffle qui fit trembler les murs. Une explosion. Les lampes s'éteignirent. Carter leva la tête, surpris. Merde, c'était pas prévu avant 21h. Harper se précipita vers la porte. Carter tenta de la retenir, mais elle le repoussa de toutes ses forces et s'enfuit dans le couloir. L'air était déjà saturé de fumée. Au dehors, le ciel flambait. Sur la piste, un hangar venait d'exploser. Pas le 6, mais celui d'à côté. Les flammes s'élevaient haut, léchant le ciel comme une gueule ouverte. Les sirènes hurlaient, enfin, stridentes, paniquées. Des soldats couraient dans tous les sens, certains blessés, d'autres complètement perdus. Harper courut vers le dépôt de carburant. Si le feu s'étendait jusque-là, la base entière sauterait. Elle aperçut un camion de ravitaillement, clé encore sur le contact. Sans réfléchir, elle monta, mit le moteur en marche et fonça droit vers les réservoirs. Les pneus crissaient sur le bitume. L'air brûlait. À chaque seconde, elle sentait la chaleur lui frapper le visage comme une vague. Elle arrêta le camion à quelques mètres des cuves et en descendit. Un souffle violent fit vibrer le sol. Une deuxième explosion venait d'éclater plus loin. Elle attrapa un extincteur, le déclencha, projeta la mousse blanche autour des conduites. Des soldats arrivaient, hésitants. « Écartez-vous » cria-t-elle. « Coupez les pompes, maintenant !»« Qui vous a donné cet ordre » hurla un sergent. « Personne. Alors faites-moi confiance ou on crame tous. » Il resta une seconde immobile, puis obéit. Bientôt, 3 hommes vinrent l'aider. Ensemble, ils formèrent une chaîne, vidant les extincteurs, détournant les flammes avec des jets d'eau. Harper ne sentait plus la douleur, seulement le rythme de son propre souffle. Une détonation retentit derrière eux. Un avion venait d'être frappé, le choc la projeta à genoux, le monde tremblait, des débris retombaient en pluie autour d'elle. Elle leva la tête, le ciel entier était rouge, percé d'étincelles, mais le feu, lui, reculait. Le dépôt tenait encore. Harper lâcha l'extincteur, haletante. Le sergent s'approcha, le visage noirci. « Vous venez de sauver la base, ma fille. » Elle secoua la tête. « Non, pas encore. » Elle regarda vers le hangar 6. Les flammes s'y propageaient à présent, plus hautes, plus vives, et parmi les silhouettes qui fuyaient dans le noir, elle distingua celle de Carter. Il courait vers les collines, une mallette serrée contre lui. Harper sentit un mélange de rage et de peur lui tordre la poitrine. Ce n'était pas fini. Ce qui l'emportait, c'était peut-être la clé de tout. La cause du sabotage, ou pire encore. Derrière elle, le colonel Madsen apparut, la chemise déchirée, les mains couvertes de suie. « Lane ? Qu'est-ce que vous… » « Le hangar 6, colonel !» cria-t-elle en l'interrompant. « C'est là qu'ils ont tout préparé. » Et il essaie de s'enfuir. Il voulut poser une question, mais une nouvelle explosion fit trembler la terre. Harper se couvrit la tête, le souffle coupé. Des morceaux de métal s'écrasèrent tout autour. Quand la poussière retomba, le colonel hurla des ordres, mais Harper n'écoutait plus. Son regard restait fixé sur le hangar, qui brûlait comme un cœur vivant. Elle savait qu'il restait là quelque chose à comprendre, quelque chose qu'elle devait voir de ses propres yeux. Alors, sans attendre la permission, elle prit une lampe torche, traversa le tarmac dévasté et s'élança vers les flammes. Le feu dévorait encore la nuit. Les flammes de là se reflétèrent sur les vitres brisées, les sirènes hurlaient dans le chaos, et l'air brûlant sentait la poudre et la peur. Sur la piste, des silhouettes couraient dans tous les sens, leurs cris se perdaient dans le vacarme. Harper Lane, couverte de suie, avançait à contre-courant de la foule. Le hangar 6 flambait comme une torche géante, mais elle savait que tout n'était pas terminé. Carter s'était enfui, la mallette dans les mains, vers les installations électriques au sud de la base. Elle devait le retrouver. Chaque pas la rapprochait du bruit des générateurs. Le sol vibrait sous ses bottes, les câbles fondus serpentaient comme des veines rouges sur le béton. Le ciel, strié de fumée, s'ouvrait par moments sous l'éclair des explosions lointaines. Derrière le hangar, elle aperçut une lumière qui bougeait. Une lampe de poche. Carter. « Arrêtez !» cria-t-elle. Il se retourna, surpris. Ses yeux brillaient dans la lueur du feu. « Harper, partez, ce n'est pas votre guerre !»
Vous avez trahi la base, Carter. Qu'est-ce que vous transportez ? Il serra la mallette contre lui. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû construire. Il recula d'un pas, hésitant, puis se mit à courir. Harper le suivit, les poumons brûlants, jusqu'au petit bâtiment du générateur principal. À l'intérieur, tout vibrait, le bourdonnement des machines, le souffle du vent par les fissures, le crépitement des flammes au loin. Carter posa la mallette sur le sol et l'ouvrit. À l'intérieur, un boîtier noir, à demi fondu, clignotait faiblement. Un écran affichait un décompte lumineux. 100, 15, 27, 00, 15, 26. Harper s'arrêta net. C'est quoi ça ? Une charge à impulsion électromagnétique, dit-il d'une voix rauque. Si elle explose, tout ici s'efface. Données, transmission, traces. Et les gens ? Il détourna le regard. Ils n'étaient pas censés être là. Elle sentit la colère monter, froide et tranchante. Vous mentez, vous saviez que la base était pleine. J'ai essayé de retarder le compte à rebours, mais c'est verrouillé. Harper s'approcha lentement, ses mains couvertes de poussière. Donnez-moi ça. Vous ne comprenez pas. Si je désactive manuellement, le système de sécurité explose sur place. Alors il faut l'éloigner. Il secoua la tête, épuisé. Vous n'arriverez jamais à sortir de la zone avant la fin du décompte. Regardez-moi bien, Carter, répondit-elle en s'accroupissant. J'ai cuisiné pour 150 hommes par jour. Je peux bien conduire un camion pendant 15 minutes. Elle saisit la mallette, le repoussa d'un coup d'épaule et s'enfuit avant qu'il ne réagisse. « Harper !» cria-t-il. « Vous allez mourir !» Mais elle courait déjà. Le vent du désert s'engouffra dans la cour, brûlant et chargé de cendres. Le sol tremblait à chaque explosion. Harper atteignit un camion de service encore intact, lança le moteur et grimpa à bord. Le tableau de bord vibrait, les alarmes s'allumaient en rouge, le compteur affichait 10:48. 10 minutes. Elle appuya sur l'accélérateur. Le camion bondit, fonça vers la clôture à moitié effondrée. Les phares découpaient la nuit, le désert s'ouvrait devant elle comme un gouffre. Le moteur hurlait. Dans le rétro, la base s'éloignait, noyée de flammes. Harper tenait le volant d'une main, la mallette serrée contre l'autre. Chaque secousse faisait clignoter le décompte. 100, 18, 21, 00, 08, 20. Le vent fouettait son visage. Le souffle du feu, même à distance, la poursuivait. Elle dépassa le vieux dépôt d'eau, prit la route de service vers l'est et vit soudain une tranchée dans la terre sèche, profonde, assez large pour contenir le camion. Elle freina brusquement. Le véhicule glissa, s'arrêta à quelques mètres du bord. 100, 05, 33. Harper descendit, titubant, les jambes tremblantes. Le silence du désert semblait total, coupé du vacarme de la base. Seul le bip régulier du décompte rompait l'air. Elle ouvrit la mallette une dernière fois. Les chiffres défilaient, impassibles. Elle pensa à son père, à ses mots « Quand tu ne peux pas éteindre le feu, éloigne-le ». Alors elle lança la mallette dans la tranchée et recula en courant. 110, 08. Elle se jeta au sol. L'explosion fut brève, aveuglante. Une lumière blanche engloutit l'horizon, suivie d'un souffle si puissant qu'il la souleva du sol avant de la rejeter violemment sur le sable. Un silence total s'abattit, comme si le monde avait cessé de respirer. Quand elle rouvrit les yeux, le ciel vibrait encore. Au loin, la base n'était plus qu'une lueur rouge, mais les feux semblaient affaiblir. L'électricité était morte, la bombe avait fait son œuvre, sans détruire la structure. Harper toussa, se redressa lentement. Son corps tremblait, mais elle était vivante. La radio de secours du camion crachota soudain. « Base Fulton, ici poste sud, quelqu'un m'entend ?» Elle attrapa le micro, la voix rauque. « Ici Harper Lane, je répète Harper Lane, la charge est neutralisée. » Un silence, puis une voix. « Dieu soit loué. On croyait que vous étiez morte. » Pas encore. Elle posa le micro, regarda vers la base. Dans le lointain, les premières équipes s'activaient à nouveau, minuscules dans la lueur des braises. Le vent soufflait, emportant la poussière et la chaleur. Harper ferma les yeux, épuisée, le visage tourné vers le ciel redevenu noir. Elle venait d'empêcher la destruction de la base, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. Les hommes qui avaient déclenché ça, ils existaient encore, quelque part, et tôt ou tard, ils reviendraient.
La nuit était retombée sur la base, mais rien n'avait retrouvé son calme. Le silence qui suivait l'explosion n'était pas celui du repos. C'était celui d'un champ de bataille après la tempête où chaque souffle semblait compter. Les lumières Taite Mongwa mortes, les générateurs muets. Seuls les incendies, plus loin, continuaient à brûler, éclairant les visages noircis des soldats. Harper Lane revint lentement du désert. Ses bottes laissaient des traces dans le sable encore chaud. Elle avait marché sans penser, comme une somnambule. Son dos la faisait souffrir. Ses bras tremblaient, et pourtant elle avançait, droite sans s'arrêter. La base se découpait à l'horizon, tordue, déchirée, mais debout. Quand elle franchit le portail effondré, un groupe de soldats la braqua de lampes torches. « Identifiez-vous !» Harper Lane, cantine principale. Les faisceaux vacillèrent, puis un officier s'avança. Son visage couvert de suie la regardait avec incrédulité. « Vous êtes vivante ? Bon sang, on croyait que tout le secteur sud avait sauté. » Pas tout. Il la guida jusqu'à l'infirmerie improvisée. À l'intérieur, le sol était jonché de pansements, de débris, de tasses de café froid. Des blessés gémissaient, d'autres dormaient, épuisés. Harper s'assit sur une chaise métallique, incapable de parler. Une infirmière passa une lampe devant ses yeux. « Vous avez perdu connaissance ? Quelques secondes, je crois. Vous avez eu de la chance. » « Non, juste un bon instinct. » L'infirmière lui nettoya le visage, mais Harper n'écoutait déjà plus. Son regard glissait vers la fenêtre. Au loin, le hangar 6 continuait de brûler doucement, comme un souvenir qu'on ne pouvait pas effacer. Le colonel Madsen entra 1 heure plus tard, suivi de 2 officiers. Sa chemise était déchirée, son bras bandé. Il posa ses mains sur la table, le visage fermé. « Lane, on m'a dit que c'est vous qui avez conduit le camion hors de la base avec l'engin. C'est exact ? » « Oui, monsieur. » « Vous aviez conscience que vous pouviez faire tout sauter ? » « Oui, monsieur. » Un silence. Le colonel échangea un regard avec ses adjoints, puis se rassit lentement. « Expliquez-moi, dit-il d'une voix plus basse, qu'est-ce que c'était ? » « Une charge EMP. Carter l'a déclenchée. Il disait que c'était pour effacer quelque chose qu'il testait ici. Il ? Je ne sais pas qui exactement. Mais il n'était pas seul. Le colonel resta immobile, puis demanda « Où est Carter maintenant ?» Harper détourna le regard. « Je crois qu'il est mort. » Elle mentait. Elle avait vu son ombre s'éloigner avant l'explosion, mais elle savait que dire la vérité, maintenant, ne servirait à rien. Madsen soupira, passa une main sur son front. « Vous avez sauvé la base, Lane. Sans vous, on serait tous cendres. »« Je n'ai rien sauvé, monsieur. J'ai juste éloigné la mort de quelques kilomètres. » Il la fixa longuement. « Vous devriez vous reposer. Vous êtes en état de choc. »« Pas encore, » répondit-elle. « Le choc viendra quand j'aurai compris ce qu'il cachait ici. » Le lendemain, à l'aube, la base ressemblait à un squelette. Les hangars noircis fumaient encore. Les avions brûlés alignaient leurs carcasses comme des croix tordues. Les hommes marchaient lentement, sans parler. Harper sortit de l'infirmerie. La lumière du matin rendait tout presque irréel, comme si le monde refusait d'admettre ce qui s'était passé. Elle s'approcha des ruines du hangar 6. Le sol était jonché de métal fondu et de câbles carbonisés. En se baissant, elle remarqua un morceau de tôle tordu portant un symbole peint, une flèche argentée sur fond noir. Elle l'avait déjà vu, sur les uniformes des 2 agents venus l'interroger la veille. Elle la ramassa, la tourna entre ses doigts. Un pressentiment lui serra la poitrine. « Vous ne devriez pas toucher à ça, » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. C'était l'un des officiers du colonel, un grand type aux yeux froids. Il se tenait à quelques pas, les mains croisées dans le dos. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que certaines choses doivent rester dans les rapports officiels, pas dans les conversations. » Il s'approcha, reprit la plaque d'un geste sec. « Oubliez ce symbole, Lane. Il ne signifie rien pour vous. Je ne suis pas sûr que j'y arrive. » Il sourit, sans chaleur. « Alors tâchez au moins de rester en vie. » Il tourna les talons, la laissant seule dans la poussière. Harper resta immobile un moment. Le vent agitait doucement ses cheveux, soulevant la cendre autour d'elle. Elle savait qu'elle venait de croiser un autre mensonge, un de plus. Elle leva les yeux vers le ciel. Au loin, les nuages s'épaississaient et le grondement des hélicoptères approchait. Des équipes extérieures arrivaient, sans doute pour nettoyer ce qu'il restait, effacer toute trace de ce qui s'était réellement passé ici.
Harper prit une profonde inspiration. Elle se sentait vidée, mais pas brisée. La peur, la colère, tout s'était transformé en une seule certitude. Il fallait que quelqu'un raconte la vérité. Elle marcha jusqu'à la cuisine. Le plafond était fissuré, la moitié des équipements détruits. Elle prit un carnet, celui où elle notait les livraisons, et écrivit lentement sur la première page intacte. Il disait que je n'étais qu'une cuisinière. Cette nuit, j'ai appris que parfois, pour sauver des vies, il suffit d'écouter le bruit que les autres ignorent. Elle referma le carnet, le glissa dans la poche de sa veste et sortit sans se retourner. Le vent soufflait à travers la base, emportant la poussière, le sang et les secrets. Harper Lane marchait droit devant elle, seule, dans la lumière pâle du matin. Elle ne savait pas encore où elle allait, mais une chose était sûre, ce qu'ils avaient voulu effacer, elle allait le retrouver. Le soleil s'était levé sur une base méconnaissable. Les flammes étaient éteintes, mais une odeur âcre de cendres et de métal flottait encore dans l'air. Les hélicoptères d'évacuation allaient et venaient sans cesse, soulevant la poussière dans un vacarme sourd. Les ruines du hangar 6 fumaient toujours, gardées par des soldats inconnus, sans écusson, sans nom. Harper Lane observait tout cela depuis le seuil de la cuisine éventrée. 3 jours avaient passé depuis la nuit de l'explosion, mais pour elle, le temps s'était arrêté au moment où la lumière blanche avait englouti le désert. Elle n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la silhouette de Carter disparaître dans la poussière, la mallette serrée contre lui, avant que le souffle ne la jette au sol. Officiellement, il était mort. Officiellement, l'explosion avait été causée par une fuite de carburant. Mais Harper savait que tout cela n'était qu'une mise en scène. Ce matin-là, on lui avait ordonné de rester à l'écart, d'attendre les instructions de Washington. Personne ne l'interrogeait plus. Personne ne prononçait le nom de Carter. Et plus personne ne parlait de ce qu'ils avaient trouvé dans les décombres. Un pick-up militaire s'arrêta devant la cantine. 2 hommes en costume en descendirent, les mêmes qu'elle avait vus avant l'attaque, ceux avec l'emblème argenté sur leur badge. Le plus grand entra, sans la saluer. « Madame Lane, vous êtes convoquée pour un dernier débriefing. »« Encore ?» ?»« Ordre du commandement. » Elle les suivit. Le bureau du colonel Madsen avait été transformé en salle d'interrogatoire. Les stores étaient étirés, les lampes froides. Madsen était là, mais il ne disait rien. Il semblait fatigué, vidé, presque absent. L'un des agents prit la parole. « Vous avez vu Carter avant l'explosion ?»« Oui. »« Il vous a parlé de la mallette ?»« Il a dit qu'elle contenait une charge EMP. »« Vous avez des preuves. J'ai failli mourir avec. Ça suffit ?» L'homme esquissa un sourire glacé. « Ce que vous avez vu ou cru voir ne peut être confirmé. Les données des capteurs ont été détruites. Pratique. Ce que nous savons, c'est que vous avez agi sans autorisation et que votre intervention aurait pu provoquer une destruction totale. » Harper le fixa, les mains jointes sur la table. « Sans mon intervention, vous seriez tous morts. »« Peut-être. Mais il reste la question de votre rôle. »« Mon rôle ?» répéta-t-elle incrédule. « J'ai cuisiné, j'ai nettoyé et j'ai sauvé votre foutue base. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je m'excuse ?» Le silence retomba. Le colonel Madsen leva enfin les yeux. « Assez. » L'agent le regarda, surpris. « Colonel, avec tout le respect, j'ai dit assez. Elle a fait ce qu'aucun de vous n'a eu le courage de faire. Ce dossier est clos. » Les 2 hommes échangèrent un regard froid, puis refermèrent à condo leur dossier. L'un d'eux dit simplement « Très bien. Mais si Madame Lane quitte la base, elle signe le protocole de confidentialité. Rien de ce qu'elle a vu ou entendu ne devra être mentionné. » Harper haussa un sourcil. « Et si je refuse ? » ?»« Alors, vous resterez ici, sous surveillance. » Madsen posa doucement une feuille devant elle. Elle prit le stylo, le fit tourner entre ses doigts, puis signa sans lire. « Vous voulez m'effacer » murmura-t-elle. « Personne ne vous efface, » répondit l'agent. « On vous protège. » Ils sortirent. Le colonel resta seul avec elle. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Puis il déclara « Vous savez, ils ne vont jamais reconnaître ce qui s'est passé ici. »« Je sais. Vous devriez partir, commencer ailleurs. Et vous ?» Il eut un sourire triste. « Moi, je resterai pour réparer les ruines. C'est tout ce que je sais faire. » Elle hocha la tête, puis se leva. « Merci, colonel. »« Non, Lane,
C'est moi qui vous remercie. » Quelques heures plus tard, elle quittait la base. Le vent balayait la route, soulevant un nuage de sable sur les restes de Fulton Air Base. De loin, tout semblait redevenu calme. On aurait presque pu croire qu'il ne s'était rien passé. Harper conduisait lentement, la radio éteinte. Dans le siège passager, son vieux carnet était ouvert. Une phrase griffonnée à la hâte. « Les bruits qu'on refuse d'entendre finissent toujours par revenir. » À une dizaine de kilomètres, elle aperçut une silhouette sur le bas-côté. Un homme, vêtu d'une combinaison poussiéreuse, un bandage au bras. Elle freina. Carter. Il leva la tête. Son visage était maigre, ses yeux sombres. « Vous auriez dû continuer votre route, » dit-il calmement. « Et vous, vous auriez dû mourir. » Pas encore. Il tenait quelque chose dans sa main, une clé en métal, fine, marquée du même symbole argenté. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harper. « Une porte, » répondit-il, « et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a derrière. » Il glissa la clé dans la poussière, à ses pieds. « Faites-en ce que vous voulez, mais souvenez-vous, tout ce qu'ils ont détruit ici, ils le reconstruiront ailleurs. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna vers le désert. Harper resta immobile, la clé dans la main. Le vent soufflait fort, comme un murmure. Elle regarda le ciel, la base à l'horizon, puis le carnet posé sur le siège. Elle l'ouvrit, ajouta une ligne. Certains secrets ne disparaissent pas. Ils changent seulement de visage. Elle rangea la clé dans sa poche, démarra le moteur et prit la route. Le soleil montait, éclairant le désert d'une lumière blanche et crue. Harper Lane, juste une cuisinière, roulait vers l'inconnu, avec la vérité cette fois entre ses mains. Le désert s'étendait à perte de vue, immobile, doré, sans une trace de vie. Le soleil montait lentement, brûlant la route vide devant le vieux pick-up. Harper Lane conduisait depuis des heures, sans destination précise, seulement la certitude qu'elle ne pouvait plus retourner en arrière. Fulton Air Base n'était plus qu'une ombre dans le rétroviseur, un champ de cendres, un secret effacé à moitié. Sur le siège à côté d'elle, la clé brillait faiblement au soleil, celle que Carter lui avait laissée. Une clé d'apparence banale, mais gravée d'un symbole argenté, une flèche stylisée, tournée vers le bas. Harper n'avait cessé de la faire tourner entre ses doigts. Plus elle la regardait, plus elle sentait qu'elle ne menait pas à une porte, mais à une vérité. Elle s'arrêta dans une station-service abandonnée. Le vent faisait claquer les enseignes rouillées, un vieux drapeau américain pendait en lambeaux. Elle sortit, étira ses bras endoloris, puis s'assit sur le capot encore chaud du pick-up. Le silence était presque apaisant. Mais dans ce silence, elle entendait toujours les échos de cette nuit. Le feu, les cris et le bourdonnement du moteur désaccordé. Une voix intérieure, celle de son père, résonnait. « Si tu veux comprendre une machine, écoute ce qu'elle ne dit pas. » Elle sortit son carnet et relut les dernières lignes qu'elle y avait écrites. Certains secrets ne disparaissent pas. Ils changent seulement de visage. Harper soupira. Tout ce qu'elle avait vécu semblait irréel, presque lointain, comme un cauchemar qui refuse de s'effacer à l'aube. Pourtant, les preuves étaient là, la clé, la cicatrice sur son bras, la peur encore tapie dans sa poitrine. Elle ouvrit la boîte à gants et y trouva un vieux plan militaire. Le papier portait un tampon officiel, Department of Defense, réseau de sites expérimentaux, 1984. À côté de Fulton Air Base, une autre base était mentionnée. Site 47, Black Ridge Facility. Harper sentit un frisson lui parcourir le dos. Le symbole argenté y figurait aussi, minuscule, à côté du nom. C'était donc ça, Carter n'avait pas menti. Ce qu'ils avaient détruit à Fulton allait renaître ailleurs. Elle roula jusqu'à la tombée du jour. Le paysage changeait à peine, toujours les mêmes collines sèches, les cactus, la poussière. Vers le soir, elle atteignit une petite ville fantôme, un alignement de maisons désertes et de lampadaires morts. Un panneau, tordu par le vent, indiquait « Black Ridge, 12 miles ». Harper coupa le moteur. Son cœur battait vite, elle savait qu'elle devait continuer, que sa curiosité la mènerait forcément à des réponses. Mais une part d'elle savait aussi que certaines vérités tuent plus sûrement que les bombes. Elle regarda la clé dans sa main. Le métal semblait presque tiède, vivant. Et, pendant une seconde, elle crut entendre un son faible, un bourdonnement, lointain, familier, comme celui du moteur qu'elle avait entendu avant la première explosion. Le vent s'arrêta. Le silence devint lourd. Elle sortit du véhicule, la clé serrée dans le poing, et s'avança sur la route.
Les montagnes, à l'horizon, se découpaient sur le ciel rouge du soir. Là-bas, au milieu des roches, une lueur scintillait, blanche, froide, presque artificielle. Black Ridge. Harper marcha longtemps, suivant la lumière. Le sol craquait sous ses pas. Chaque ombre semblait bouger. Finalement, elle arriva devant une clôture métallique, à moitié ensevelie sous le sable. Derrière, des bâtiments à demi enterrés dans la roche, reliés par des couloirs de béton. Une nouvelle base, silencieuse, intacte. Elle approcha du portail. Au centre, une serrure électronique, et sur la plaque, le même symbole argenté. Elle y hésita, leva la clé, la glissa dans la fente. Un déclic. La porte s'ouvrit lentement dans un souffle de poussière et d'air froid. À l'intérieur, tout était sous tension. Des écrans clignotaient, des serveurs ronronnaient. Personne, pas une voix, pas un pas. Au mur, une carte du pays affichait des dizaines de points lumineux, tous reliés entre eux, tous marqués du même emblème. Harper resta immobile. Le système redémarrait, automatiquement. Ce qu'ils avaient tenté d'effacer reprenait vie. Elle comprit alors ce que Carter avait voulu dire. Ils reconstruiront ailleurs. Ce n'était pas une simple base, c'était un réseau. Et Fulton n'avait été qu'un test. Un message apparut sur l'écran central. Protocole actif. Phoenix, autorisation identifiée. Lane, Harper. Elle recula d'un pas, stupéfaite. Son nom. Comment ? Une seconde plus tard, les lumières s'allumèrent complètement. Une voix synthétique, calme, remplit la pièce. « Bienvenue, opérateur Lane. Le projet est prêt à redémarrer. » Harper sentit la peur lui glacer le sang. Elle appuya frénétiquement sur les touches, tenta d'interrompre le processus, en vain. Les serveurs rugirent, la température monta, des chiffres défilaient, puis, au milieu du vacarme, un dernier message apparut. Données transférées, point d'origine, Fulton Air Base. Tout ce qu'ils avaient voulu détruire venait d'être sauvegardé, et c'était son nom qui l'avait réactivé. Harper resta là, figé, la lumière blanche se reflétant dans ses yeux. Le feu de Fulton n'avait pas éteint le danger. Il l'avait seulement déplacé. Elle comprit que sa fuite n'était pas une fin. C'était le commencement d'autre chose, quelque chose qu'elle ne contrôlerait plus jamais. Elle éteignit la lampe de poche, fit un pas dans la pénombre et murmura pour elle seule « Ils avaient raison. J'étais juste une cuisinière, mais maintenant, c'est moi qui ai allumé le feu. » Le grondement des serveurs monta, régulier comme un battement de cœur, et le désert, dehors, se remit à respirer.